Ce débat du jour auquel vous pouvez participer via deux adresses, direct rcf.fr et direct radionotre-dame.com. Il y a arrobase entre les deux, vous le savez, pour nous envoyer des messages et faire valoir votre point de vue et poser vos questions. Sylvie Berman et Jérôme Cordelier sont nos deux débatteurs ce matin jusqu'à 10h. Sylvie Berman, ancien ambassadeur de France et qui vient de publier L'ours et le dragon sur la Russie et la Chine, histoire d'une amitié sans limite, avec un point d'interrogation. Bonjour Sylvie Berman. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous venez de temps en temps dans notre débat du jour entre 9h et 10h. Jérôme Cordelier donc est des nôtres ce matin également, rédacteur en chef au magazine Le Point, chargé des éditions locales et des spiritualités. Bonjour Jérôme. Bonjour Louis. Alors, on va parler de l'élection présidentielle en Roumanie, des premiers pas de Léon XIV, qui débute son pontificat en critiquant les excès du capitalisme. On aura l'occasion de le voir dans un instant, mais c'est une manière de faire ressurgir aussi la doctrine sociale de l'Église. Et puis, un nouveau président pour les Républicains, le parti LR, qui se donne Bruno Retailleau, la grande désillusion pour Laurent Wauquiez. Je voulais commencer avec cette élection présidentielle en Roumanie et cette remontada du maire de Bucarest, Nico Jordan, qui finalement l'a emporté sur le fil assez largement quand même, 54% des suffrages, alors que son adversaire en avait recueilli quasiment 41 au premier tour. Il y a donc eu un sursaut entre les deux tours. Cela dit quelque chose peut-être de l'attitude des Roumains par rapport à une conjoncture internationale, la présence de l'Ukraine et surtout de l'attitude à adopter par rapport à l'Union européenne et à l'OTAN, même si les deux candidats, Sylvie Berman, étaient quand même plus ou moins sur la même ligne là-dessus, non ? En tout cas, vis-à-vis de l'Union européenne, c'est difficile de dire qu'ils veulent en sortir parce que la première expérience qui a été celle du Brexit n'a pas été extrêmement positive et les Roumains en tirent bénéfice. Alors cela dit, il y a une division quand même dans le pays entre des électeurs plutôt pro-russes et puis donc le maire de Bucarest qui est un libéral, modéré, éduqué. Et, voilà. Alors la Roumanie, c'est très important, bien évidemment, parce que c'est le front avancé de l'OTAN vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a un déploiement qui est important. Il y a une présence militaire française également très notable et le maintien du soutien à l'Ukraine effectivement était quelque chose qui pour les Européens est essentiel. Donc je pense qu'il y avait une véritable inquiétude, ce qui explique d'ailleurs l'attitude adoptée lors du premier tour des élections qui avait été annulée et qui peut poser question aussi en matière de démocratie. Bon, bien sûr, sous prétexte d'ingérences russes qui ont dû exister, mais ça ne veut pas dire que c'est les ingérences russes qui font une élection. Mais en soi, aucun des deux candidats, ni Simeon ni Dan, ne proposait de sortir de l'OTAN ou de sortir de l'Union européenne. Non, absolument. Voilà. C'est une question de protection pour eux. Et puis, encore une fois, je disais que par rapport à l'Union européenne, même s'il y a eu des tentatives, s'il y avait des velléités avant le Brexit, je crois que l'analyse qui a été faite par tous, c'est que leur intérêt est de rester dans l'Union européenne parce qu'il y a une forme de solidarité, parce qu'il y a des fonds, les fonds structurels, les fonds régionaux qui sont essentiels pour tous ces pays qui en vivent. Le fait que cette élection a été annulée, reprogrammée, décalée, avec des candidats invalidés, enfin un candidat invalidé, tout cela, ça... Qu'est-ce que ça peut dire ? Qu'est-ce que ça crée comme précédent dans l'espace de l'Union européenne ? Ça crée quand même quelques inquiétudes puisqu'on se dit que finalement une élection présidentielle n'est plus un acte de souveraineté d'un pays. On a tendance à se dire ça. Il y a d'ailleurs eu... alors d'abord, il y a des ingérences, c'est vrai. D'une certaine manière, il y a des ingérences des deux côtés. Bon, on ne veut pas l'entendre parce que nous, on défend la démocratie et c'est pour le bien. Mais c'est vrai que... Alors, pas des ingérences directes, mais pareil, des plaidoyers en faveur de la démocratie et de l'Union européenne. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, avec les algorithmes, c'est beaucoup plus facile de peser sur une élection. Et encore une fois, pour moi, qui était ambassadeur à Londres au moment du Brexit, j'ai constaté ce phénomène. C'est-à-dire que la présence sur les réseaux sociaux peut faire basculer en fait une opinion ? Alors, ils font souvent basculer non pas l'opinion, mais le vote de ceux qui généralement ne se désintéressent des élections, parce qu'ils sont ciblés et on les convainc que tel candidat, qui est un candidat fort, en général c'est un candidat populiste, sera beaucoup plus en leur faveur. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est de l'ingérence ou de l'influence ? Après tout, c'est utiliser un canal public,
Jérôme Cordelier, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous faites de l'influence. Oui, enfin, c'est vrai que la dire, frontière est toujours délicate en matière géopolitique, de voir quelle est l'influence, quelle est l'ingérence. Et d'ailleurs, je pense que, enfin, je suis pas du tout spécialiste de cette question, et j'écoute Sylvie Bernheim avec beaucoup d'intérêt là-dessus. Mais je pense qu'il serait intéressant aussi de savoir quelle est l'influence aussi de l'Église orthodoxe dans cette élection, dans un moment en plus où on voit bien que l'orthodoxie est en plein chamboulement, si je puis dire, fracassée un peu par la guerre en Ukraine, entre la compétition, enfin vous connaissez bien ça ici, entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat russe avec Kirill qui a fait main dans la main avec Poutine. Donc moi je serais intéressé de par quel côté savoir, penche l'Église orthodoxe oui, romaine. je serais intéressé. Est-ce qu'ils ont pesé dans cette élection? Est-ce qu'ils ont eu est-ce que l'Église a eu une influence positive ou négative, je connais un peu la réponse, mais sur la remontada du candidat, on va dire, modéré et démocrate, quoi. Et si vous connaissez un peu la réponse, Non, alors, je ne connais Jérôme... pas. Allez-y. Ah, vous en avez trop dit, là, maintenant, il faut y aller. Non, je pense que l'Église orthodoxe a eu reste quand même assez influente et sans doute a vu l'extrême droite, enfin ce candidat en plus de l'extrême droite qui, je crois, n'était pas très connu, enfin sortait, jeune, était plutôt un facteur de déstabilisation que un facteur d'une société, qui allait continuer. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en Roumanie, comme souvent d'ailleurs, historiquement, c'est souvent le cas, a du mal à se relever des années de dictature et à trouver un chemin après une dictature de fer qui est la dictature des Ceausescu, quoi. Donc c'est souvent le cas dans ce genre de pays, c'est-à-dire comment on renaît à la démocratie après une période de contrôle absolu et de dictature, quoi. Le rideau de fer reste dans les esprits malgré tout. Oui, alors je pense il que existe encore. c'est un sujet très important parce que après la chute du mur, il y a eu un enthousiasme pour la démocratie et on a cru que ça y était, que tous ces pays avaient basculé. Or, il y a eu une période effectivement de démocratie, mais les habitants étaient très déçus du résultat. Ils ont aussi accusé de corruption certains gouvernements. Les décisions de l'Union européenne pouvaient leur poser problème, comme on est critique également. Et donc, ça fait réémerger des électeurs de candidats populistes et d'extrême droite. Là, avec ce candidat-là, qui était jeune et peu connu, comme celui qui l'avait emporté au premier tour un mois plus tôt, a créé la surprise. C'est pour ça qu'on peut se dire effectivement que les réseaux sociaux ont une influence majeure. Mais effectivement, on le constate ailleurs, il va y avoir des élections en Pologne également. Il y a un premier tour et en fait, il y a aussi un candidat. Non seulement il y a un candidat d'extrême droite qui a eu beaucoup de voix, il y a un candidat d'un parti ouvertement antisémite qui a fait 6% des voix également. Donc c'est effectivement inquiétant et on a le sentiment que dans cette période, on est dans une période de crise. Je cite souvent Gramsci qui dit le monde ancien est mort, le nouveau monde n'est pas encore advenu, et dans ce clair-obscur surgissent tous les monstres. Et effectivement, on a l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une perte de repères. La plus grande démocratie au monde devient un président qui est illibéral. Il y a cette agression de la Russie contre l'Ukraine. Donc le monde effectivement a perdu ses repères et est déstabilisé. Et le risque, c'est que dans des pays où la démocratie n'était pas assurée, mais même dans ceux où elle l'était, comme les États-Unis, finalement vous avez des candidats qui sont ouvertement illibéraux, parfois racistes, et effectivement c'est une période très inquiétante et très déstabilisante. Et on parlait de l'influence des réseaux sociaux, de l'ingérence. En 2016, il y a eu des ingérences russes dans l'élection américaine, c'est incontestable, mais c'est pas à cause des ingérences russes que Donald Trump a été élu, puisque en 2024, il a été élu
triomphalement, avec le vote populaire, chacune des assemblées. Et donc, il faut faire attention, justement, quand on tente d'invalider des élections sous prétexte d'ingérence. Je ne veux pas dire, encore une fois, que les ingérences n'existent pas, mais ce ne sont pas les ingérences qui font une élection. Donc, vous estimez qu'il n'aurait pas fallu invalider l'élection roumaine? Alors, moi, j'avais de forts doutes, effectivement, sur cette procédure, parce que ça veut dire au peuple, vous avez mal voté, donc finalement, on annule. Et pourquoi le résultat du candidat d'extrême droite a été très important au premier tour, à tel point que certains ont pensé qu'il pouvait gagner, même s'il avait déjà fait le plein des voix, mais qu'un deuxième candidat aussi inconnu fasse 41% des voix ensuite, montre que l'invalidation n'était pas totalement légitime. L'écho qu'on a eu ce matin, on a eu un syndicaliste, Joseph Touvenel, l'ancien vice-président de la CFTC, qui est à Bucarest en ce moment, et on a saisi l'occasion de sa présence à l'occasion d'un congrès syndical pour analyser un petit peu la situation ce matin. Et ce qu'il nous disait, c'est aussi bien Nico Jordan que Georges Simeone sont des candidats anti-corruption, et que le problème numéro un, c'est la corruption. C'est ça, en fait, qui aimante tout le débat politique, alors qu'ici, ce n'est pas tellement le sujet qu'on a renvoyé en première analyse. Vous voulez dire ici dans nos médias. Oui. Vous voyez, oui. Dans nos médias, aussi bien l'un que l'autre sont finalement unis par le même sujet, qui est la corruption. Oui, de toute façon, ces élections, et comme souvent, se font sur le terrain moral. C'est ce que disait Sylvie Bernheim. C'est-à-dire que quand on a un monde qui est complètement déboussolé et qui manque de repères moraux, si je puis dire, ça se joue sur le terrain des valeurs. On le voit en France, on va le voir. C'est quelque chose, évidemment, qui est important. Je voulais dire un mot sur la corruption, effectivement. C'est-à-dire que quand on a décidé de l'élargissement d'un certain nombre de pays, Roumanie comprise d'ailleurs, on savait qu'il y avait des problèmes de corruption, qu'ils n'étaient pas complètement prêts à entrer dans l'Union européenne. Mais on s'est dit que l'Union européenne... Moi, j'étais à Bruxelles à cette époque, donc je connais le sujet de l'élargissement. Et on s'est dit que finalement... l'Union européenne allait les accompagner dans cette lutte contre la corruption. Et c'est pas le cas, puisqu'en fait, les fonds importants fournis par l'Union européenne, et on voit ça en Hongrie, on a vu ça en Pologne également, alimentent la corruption. Donc c'est un véritable problème. Il y a des réactions populaires. Et d'ailleurs, on parle pas de l'Ukraine aujourd'hui, mais Volodymyr Zelensky avait été élu justement sur le thème de la lutte contre la corruption, puis après effectivement d'un accord avec la Russie, mais la lutte contre la corruption est fondamentale. Et il faut essayer de régler le problème avant et ne pas se dire après, on le fera, parce qu'après c'est un peu trop tard. Mais est-ce que les fonds donnés par l'Union européenne sont une source de corruption? Je citerai un autre exemple. Lors de l'adhésion de la Grèce en 1981, on sait bien que les fonds européens sont largement partis dans des poches où ils n'auraient pas forcément dû aller. Ça a été Mais il fallait que la Grèce adhère à l'Union européenne, et donc on a tout entrepris pour ça. Oui, non, mais c'est le problème, justement. On se dit que soit politiquement c'est important, soit c'est un dû moral, ce qui avait été le cas vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est qui avaient été coupés pendant longtemps, qui avaient subi le rideau de fer. Mais encore une fois, si on ne règle pas ces problèmes avant, s'il n'y a pas plus d'exigence de l'Union européenne, on n'arrive pas à les régler après, et au contraire, puisque effectivement les fonds versés alimentent cette corruption. Puis regardez par exemple en Hongrie, il y a un chantage de la part d'Orban, parce qu'il a besoin de cela pour donner des fonds à ses amis, et donc parfois il accepte des décisions politiques qui ne lui plaisent pas, en particulier sur l'Ukraine, justement parce qu'il a besoin de ces fonds pour alimenter la corruption. Donc c'est une véritable problématique. Et je pense que justement, encore une fois, par l'actualité internationale, l'Europe est renvoyée à la nécessité pour elle de reconstruire une Europe forte sur ses valeurs initiales, c'est-à-dire les valeurs des pères fondateurs de l'Europe, Schuman, Adenauer, Gasperi, Jean Monnet. Ce sont des valeurs démocrates chrétiennes et des valeurs fortes qui puissent justement faire barrage à ce genre de choses à l'intérieur de l'Europe, et ensuite faire barrage justement à ce que vous appelez les illibéraux, enfin ces prédateurs qui essayent de dépecer le monde actuellement. Donc je pense que l'élection roumaine,
interpelle aussi l'Europe dans son corpus de valeurs. Quelle serait la bonne attitude de l'Union européenne? Parce que ça n'est pas que la Roumanie. Vous voyez, au Portugal, par exemple, vous avez également un parti très à droite qui a passé la barre des 20%. Et pourtant, le Portugal est un pays stable, il n'y a pas de danger géopolitique à ses frontières. C'est le pays dont les frontières sont le plus stables quasiment en Europe depuis que l'Europe existe. Et pourtant, on a une question liée à, là aussi, la montée du populisme et du mécontentement. Oui, parce que liée à la corruption. Je pense que le populisme... qui quand même aussi est alimenté par les nouvelles techniques de communication de masse, les réseaux, tout ça, quoi. Et puis le populisme, c'est de la communication aussi forte sur l'image, tout ça. Mais il y a aussi un problème de repères. Les gens on est dans un monde déboussolé même. Donc les gens n'ont plus de repères, de références, de bien commun, si je puis dire, quoi. Donc du coup, ils vont dans les bras de quelqu'un qui leur promet des mirages souvent, et qui plaît sur l'instant présent, en fait. Sylvie Berman, est-ce qu'on peut escompter de la part des dirigeants qui vont se parler aujourd'hui, c'est-à-dire Donald Trump et Vladimir Poutine, qu'il y ait une sortie de crise en Ukraine? Ou est-ce que c'est beaucoup trop espéré? Je pense que c'est beaucoup trop espéré. Maintenant, moi, quand j'étais en Russie, on me disait que Poutine était une boîte noire. Et donc, on savait ce qu'il faisait que quand il était passé à l'acte. On sait ce qu'il pense sur un certain nombre de sujets. On ne sait pas ce qu'il va faire. Et Trump, même s'il a une logique interne qu'on voit bien, est aussi imprévisible. Donc, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Trump a commencé par obtenir l'accord de Volodymyr Zelensky parce qu'il était le plus faible. On se souvient de cette séquence insupportable dans le bureau ovale, même s'il y a eu une réparation au moment des obsèques du pape François. Aujourd'hui, clairement, Vladimir Poutine n'est pas prêt à résoudre la crise ou à adopter sans condition un cessez-le-feu. Mais Trump, dont c'est le premier engagement de campagne, a quand même besoin de résultats sur ce point. Alors, est-ce que Poutine lui donnera quelque chose qui lui permettra de continuer à dire qu'il peut régler la crise entre les deux pays? C'est la véritable question. Donald Trump s'est un petit peu mis dans la main de Poutine, malgré tout. Oui, parce qu'il pensait... Rapidement. Donald Trump est l'homme le plus puissant au monde aujourd'hui parce que il a la tête du pays le plus puissant, mais en même temps, Donald Trump a une logique qui n'est pas nécessairement fondée uniquement sur les intérêts du pays, mais sur ses passions et ses obsessions vis-à-vis de l'Ukraine. Et on va voir comment les choses évoluent et peut-être avec du nouveau ce matin. 9h30, on se quitte pour les infos, on se retrouve dans quelques minutes. Musarder dans les plus grands musées de France au rythme d'une valse. S'arrêter un instant devant Danse à la ville d'Auguste Renoir et s'étonner essoufflé de s'y voir au bras de Romy Schneider. À moins que ce soit ceux d'Alain Delon. S'agit-il d'une illusion? De la grande? Il pourrait être question si nous n'étions pas le lundi à 20h, car c'est le moment de Surexposition, où vous pouvez revenir le samedi à 10h. Depuis 1981, la Vierge Marie est apparue à 6 enfants à Medjugorje, petit village de paysans. Lieu de grande grâce, de très nombreuses conversions du cœur s'y opèrent et de nombreuses vies sont transformées. Venez prier et déposer vos fardeaux à Notre-Dame de la Paix au cours d'un pèlerinage de 6 jours accompagné par le Père Francesco. Contactez Ictus Voyage au 01 41 12 04 80 ou www.ictusvoyage.com. Ictus Voyage. Gardez le sens, voyagez autrement. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e, ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup.
8h30, un point sur l'info avec Cécile Mérieux. Bonjour. Bonjour. Les hostilités reprennent avec force dans la bande de Gaza. Plusieurs frappes de l'armée israélienne ont causé la mort d'au moins une centaine de personnes cette nuit, selon un bilan provisoire donné par la défense civile palestinienne. L'armée israélienne a intensifié depuis samedi son offensive visant, selon elle, à libérer les otages israéliens et à défaire le Hamas. Une escalade critiquée à l'international. Après des pourparlers infructueux entre Kiev et Moscou en fin de semaine dernière en Turquie, Donald Trump et Vladimir Poutine doivent s'entretenir au téléphone avec l'objectif de mettre fin au bain de sang en Ukraine, selon les mots du président américain. Sommet inédit à Londres, le Royaume-Uni et l'Union européenne se rencontrent 5 ans après le Brexit. Cette réunion est destinée à poser les fondations d'une relation plus étroite, en particulier en matière de défense. Les débats sur la fin de vie ont repris ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés ont approuvé samedi la création d'un droit à l'aide à mourir. Ils ont aussi rétabli le principe selon lequel les patients devront s'auto-administrer la substance létale, sauf lorsqu'ils ne sont pas en capacité de le faire, circonstance qui reste difficile à définir et très subjective. Pour plusieurs députés, il s'agissait d'un point de rupture de l'équilibre du texte. Élection à la présidence des Républicains, Bruno Retailleau l'emporte avec plus de 74% face à son rival Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau a confirmé qu'il resterait au ministère de l'Intérieur. La question de sa participation au gouvernement ayant été tranchée à ses yeux par le large soutien des adhérents à sa candidature. Et enfin, plus de 200 patrons étrangers sont attendus à Versailles pour participer à la 8e édition de Choose France qui démarre ce matin. Quelques 37 milliards d'euros d'investissements étrangers en France doivent être annoncés. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Que va dire Donald Trump à Vladimir Poutine ? On verra bien. Mais en attendant, on peut essayer d'esquisser en tout cas quelques scénarios possibles. On sait que Volodymyr Zelensky a rencontré J.D. Vance qu'il n'avait pas vu depuis leur altercation à la Maison Blanche avec Donald Trump. C'était avant la messe à Rome. Ils se sont parlé. Le pape Léon XIV, lui, a parlé d'une Ukraine martyrisée. Vous vous souvenez que dans ses premiers mots, après son élection, il avait vraiment manifesté sa solidarité avec le peuple ukrainien. Alors on va commencer par cela pour essayer d'explorer un petit peu ces premiers pas du nouveau pontife qui aborde par ailleurs d'autres aspects liés à la doctrine sociale de l'Église et au capitalisme. Je reprends avec vous Sylvie Bermann et puis bien sûr Jérôme Cordelier qui représente Le Point, Sylvie Bermann, ancien diplomate, sur ce que le pape Léon XIV dans ce dossier-là peut faire de différent du pape François. Est-ce qu'il y a à votre avis une marge de manœuvre ? Oui, tout à fait, parce que le pape François c'était un pape, on l'a dit, des périphéries, mais du sud global un petit peu. C'est-à-dire que c'est un Argentin. Il avait le point de vue des Argentins sur la Russie et donc un très grand pays. Et ce qui avait particulièrement choqué, bien sûr, les Ukrainiens, c'est quand il avait rencontré des étudiants russes et il leur a dit « Soyez fiers de la Grande Russie ». Donc on peut, la Russie, c'est un grand pays, une grande civilisation, mais le dire dans un contexte d'agression de l'Ukraine, effectivement, c'est assez choquant. Là, le pape Léon XIV a pris la position inverse et en parlant effectivement de l'Ukraine martyrisée. Je pense en même temps qu'il ira pas plus loin parce que en même temps un pape se doit quand même de conserver une certaine neutralité, mais c'était non seulement une déclaration forte, mais ce qui valait également déclaration, c'est le fait que Volodymyr Zelensky a été le premier chef d'État qu'il a reçu. Et ce qui est intéressant en ce qui concerne le pape, le Vatican de manière générale, c'est que ça a été l'occasion, 2 fois, au moment des obsèques de François et puis pour cette première messe, finalement d'activité géopolitique internationale. La première fois, donc, c'était
cette rencontre en tête-à-tête entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, donc réparatrice. Avec la photo, Basilique avec Saint-Pierre. la photo qui est absolument incroyable. Et puis ça a changé après un petit peu l'attitude quand même de Donald Trump vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis du conflit. Et cette fois-ci, alors effectivement, le pape a reçu Volodymyr Zelensky, mais ce qui est incroyable aussi, c'est cette photo, et les images ont beaucoup d'importance, de rencontres aimables, souriantes entre J.D. Vance et Volodymyr Zelensky, alors qu'il avait été, enfin J.D. Vance avait été encore plus brutal même que Donald Trump dans le bureau ovale. Et donc il semblerait qu'il y ait un début de compréhension des enjeux, même ça ne veut pas dire que le biais pro-russe de Trump disparaîtra. Jérôme Cordelier, la figure du pape, Le Point avait fait une une qui avait très bien fonctionné sur le pape François. Là, le pape Léon XIV, j'allais dire vous récidivez, mais c'est un terme maladroit. Ah bah non, oui, on récidive pas, on continue. Oui, vous continuez, oui. Exactement, parce que on sent qu'il y a un écho. Est à la une du Point de cette semaine. C'est ça, on sent qu'il y a un écho. À quel choix, à quel type de choix éditorial cela obéit-il? Bah, c'est le pape. Quand même, c'est un des grands leaders internationaux, donc c'est très important pour nous. Bon, moi, je couvre ça depuis des années quand même, donc on a une vraie expertise là-dessus, et on continue. Ça intéresse beaucoup nos lecteurs. Et moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça intéresse beaucoup de jeunes, notamment dans la rédaction, qui sont passionnés par tous ces sujets. C'est un sujet à la fois spirituel, évidemment, historique et sociétal, comme on dit aujourd'hui, et géopolitique. Donc là, on a puisque vous y faites allusion, j'y vais. Dans la couve du Point de cette semaine, on a évidemment un grand entretien avec Jean-François Colosimo, un papier formidable de Sébastien Lapac sur Saint-Augustin et le rôle de Saint-Augustin dans la formation de Léon 14, j'allais dire Léon 13 à Léon 14, et donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on investit, et j'allais dire à raison, puisque c'est la direction qui prend la décision, mais c'est vrai que actuellement le pape est le leader international qui au monde porte sur la scène internationale un discours de paix dans un monde, il représente une référence morale dans un monde qui est complètement chaotique, donc entre les mains des prédateurs. Et il incarne quelque chose. Et vous y avez fait allusion, Sylvie Bernard, mais la diplomatie vaticane, je ne vais pas reprendre encore, puisque tout le monde n'arrête pas de le faire, le pape, combien de divisions, le mot de Staline, mais c'est vrai qu'on voit que c'est une diplomatie qui a quand même beaucoup d'influence, et de plus en plus, j'allais dire, en termes d'image, en termes de discours, en termes de positionnement moral important. Donc le pape est un grand leader. En plus, ce pape-là est très intéressant parce qu'il est en adéquation avec les temps, si on peut dire. C'est le premier pape, je vous le rappelle, de l'ère post-1945. C'est un pape qui est né aux États-Unis, on va en parler, donc pendant la société de consommation 55, donc en plein dans le boom de la société de consommation dont on voit les effets, les dérives actuellement. Et c'est un pape qui connaît tout ce qui est nouvelle technologie, d'où une des premières déclarations, ça a été sur l'intelligence artificielle. C'est pas anodin. Ce qu'il a fait dans son homélie contre le capitalisme sauvage, on peut dire, n'est pas anodin non plus, même si c'est dans la continuité de François. Sylvie Berman, votre analyse justement par rapport à ce que dit Jérôme Cordelier, c'est un pape qui, dans un champ de ruines, finalement peut-être des dirigeants et des prédateurs, ainsi que vous les avez qualifiés, représente une sorte de repère qui intrigue, intéresse. Je crois que ça intéresse effectivement beaucoup. Ce qui est frappant, c'est que finalement, il n'y a plus de maison de verre. Enfin, tout est devenu maison de verre aujourd'hui. C'est-à-dire, normalement, on n'est pas censé savoir ce qui se passe au conclave, on n'est pas censé savoir ce qui se passe dans les congrégations avant. Et en fait, on a effectivement beaucoup d'informations. Et surtout, ce qui ressort, c'est que tout le monde voulait ce profil de pape.
On n'était pas... il n'était pas nécessairement, en tout cas, le plus connu à l'extérieur, mais quelqu'un de pacificateur, parce que le pape François avait été jugé quand même un petit peu disruptif par certains. Donc là, c'est à la fois effectivement un pape né aux États-Unis, qui n'est pas sans doute celui que préférait Donald Trump ou J.D. Vance, justement. Enfin, pour deux raisons. Il y a la lutte, effectivement, les déclarations anticapitalistes, et puis également sa position sur les immigrants, qui est un peu celle du pape François, qui évidemment, pour le coup, n'est pas en accord avec ce que souhaitent beaucoup de gouvernements dans le monde aujourd'hui, parce que c'est une véritable problématique. Alors ce pape aussi, alors même s'il n'est pas argentin comme son prédécesseur, a quand même choisi de vivre pendant 20 ans au Pérou. Et d'ailleurs, une grande partie du gouvernement péruvien était présent, et justement en reconnaissance. Donc il y a des éléments de continuité avec le pape François, qui risque de ne pas plaire, et en même temps il est certainement plus diplomate que ne l'était le pape François, qui n'hésitait pas à s'affirmer. Lui, il le fait avec une certaine douceur, si je puis dire, et du coup, il donc contraste. pour le moment il contraste, et pour le moment il passe très bien. On verra par la suite s'il prend des positions plus radicales justement sur les questions d'immigration. Jérôme Cordelier. C'est lié aussi, alors évidemment il y a une continuité, je vous rappelle que quand il était à la tête du dicaster des évêques, il voyait tous les samedis matins, il avait une réunion en tête à tête avec François, donc il a été préparé, ce pape, comme l'a dit Giovanni Maria Vian, l'historien et l'ancien directeur de l'Osservatore Romano, comme il me l'a dit dans Le Point la semaine dernière, et donc il a été préparé, mais c'est lié aussi à son histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il est né à Chicago, dans une banlieue populaire, donc dans une paroisse où la question sociale était importante, où les paroissiens étaient mélangés. M'a dit Massimo Fagioli, qui est un des grands professeurs à l'université Villanova, où a été étudiant le pape, qui est une université dirigée par les Augustins. Donc, et où il y avait, dans cette paroisse de Chicago, il y avait des Irlandais, des Latinos, des Africains. Donc, dès l'enfance, il a été confronté à cette question sociale et à ce mélange des peuples, si on peut dire. Et après, le Pérou. Le Pérou, c'est une société qui est plus métissée que l'Argentine, si on peut dire. Et donc, il a connu ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est ancré en lui. C'est plus métissé que l'Argentine, le Pérou. C'est ce que me disait Massimo Fagioli. Donc, c'est une société, voilà. Et donc, il est quand même imprégné de ces questions-là. Après, si vous parlez des éléments de rupture, il y aura des éléments de rupture. On voit déjà qu'il essaye de se démarquer du pontificat de François par certains signes, et notamment par les signes qu'il envoie aux conservateurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les conservateurs, même parmi les plus radicaux, le soutiennent. Donc, c'est intéressant de voir ça, qu'il arrive à raccommoder la robe déchirée de l'Église, comme disait François, pour l'instant, en envoyant des signes, notamment sur la liturgie, la théologie. C'est un pape qui a le spirituel plus ancré, on pourrait dire, que le pape François. Sylvie Berman, quand Jérôme Cordelier dit que le réseau diplomatique de l'Église, et on le dit souvent, la diplomatie vaticane est extrêmement importante. Vous qui avez été ambassadeur à Moscou, à Londres, à Pékin, est-ce que vous le vérifiez? Est-ce que vous l'avez vérifié dans votre carrière, ça? Ou est-ce qu'on se contente de le dire un petit peu comme une facilité, une évidence, mais qu'on ne peut pas vérifier? Alors, la diplomatie vaticane existe effectivement. Elle était sûrement plus importante autrefois qu'elle ne l'est aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, de l'Internet et ou autres. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des religieux qui étaient installés dans un certain nombre de pays, dans des zones non accessibles, et qui effectivement avaient de nombreuses informations.
Maintenant, les nonces apostoliques sont souvent les doyens du corps diplomatique, donc ils connaissent bien le pays dans lequel ils sont et où ils sont depuis longtemps. Alors en Chine, il n'y en a pas pour des raisons qu'on connaît, même si, d'ailleurs, c'était la volonté du pape François. Il y a un rapprochement très clair avec la Chine qui a pu être critiqué. Vous l'avez approuvé, ce rapprochement, vous? Pardon? Ce rapprochement avec la Chine, vous l'avez approuvé ou vous oui, mais moi je suis une réaliste, et donc je pense que parce qu'il était vraiment très critiqué par certains. Il a été très critiqué, effectivement, parce que de toute façon, le Parti communiste chinois ne pourra jamais accepter une ingérence totale de ce qu'elle considère comme un gouvernement étranger. Donc, soit il n'y a pas de relation avec la Chine, et si on en veut, il faut trouver effectivement une forme de compromis, ce qui a été le cas. Alors, le nonce apostolique à Moscou est celui qui est aujourd'hui à Paris et qui effectivement suivait de près la situation et les relations entre l'Église orthodoxe avec Kirill et le pape, qui se sont d'ailleurs rencontrés à Cuba. Alors, la seule exception, là où il y a une véritable diplomatie, évidemment, c'est Sant'Egidio, dont le précédent pape était très proche et qui, là, a pu aider à la conclusion d'accords. Si je me souviens bien, au Mozambique, j'étais à l'ONU à cette époque-là, et on a monté une opération de la paix en Colombie aussi. Donc, effectivement, il y a ce rôle-là, et puis il y a le rôle un peu de figure morale du pape. Donc, et effectivement, des représentants de très très grande qualité. Mais bon, en termes d'information, on est surinformé à l'heure actuelle. Est-ce qu'il est arrivé, Sylvie Berman, que la France recourt à des infos venant des réseaux du Vatican? Ça arrive ou c'est considéré comme quelque chose de normal dans le monde diplomatique? C'est quelque chose de normal dans le monde diplomatique. Effectivement, de toute façon, on a un ambassadeur, une ambassadrice. Très bonne d'ailleurs, Florence Mangin, très intéressante. Auprès du Vatican. Donc, il y a des informations et effectivement... Sur la diplomatie vaticane, j'ajouterais juste deux points. C'est quand même une diplomatie à plusieurs têtes, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les nonces, il y a les religieux, il y a les congrégations religieuses. Donc, ça fait du pape quand même un des hommes les plus informés au monde, avec plusieurs canaux. Et souvent des gens qui sont dans des points névralgiques. Donc, par exemple, on se souvient que le pape François était très informé sur Gaza parce qu'il parlait quasiment tous les jours avec le curé de Gaza. Donc ça, c'est important. Et ensuite, autre point important dans la diplomatie vaticane, c'est le magistère de la parole. Alors souvent on dit le pape, oui, beaucoup de paroles, les actes, ça a du mal à infuser. Mais je veux dire, le magistère de la parole, je pense que dans ce monde complètement chaotique où les gens ne savent plus, j'allais dire, à quel saint se vouer, eh bien, ce magistère de la parole est très important et joue un rôle indéniable à partir du moment où la parole est bien ciblée et où la parole est forte. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec Léon XIV. Pour l'instant, il n'a pas déçu sur ses premiers pas. C'est-à-dire que s'il arrive à faire passer dans le concert international un peu dissonant et où il y a beaucoup de solistes qui jouent des partitions un petit peu bizarroïdes... La grosse caisse, souvent. Voilà, la grosse caisse. Eh bien, s'il arrive à incarner une parole forte, juste et morale... Eh bien là, je pense qu'il peut avoir une influence assez importante. Alors justement, il y a une orientation sociale qu'il a pu donner dans ses premiers pas, donner à son action après le choix de son nom. Vous parliez justement de Léon XIII tout à l'heure, le fameux pape de la fin du 19e, père de la doctrine sociale de l'Église, qui avait dénoncé l'exploitation des ouvriers à la fin du 19e, qui avait parlé de la dignité. On reparlera d'ailleurs de cette doctrine sociale de l'Église qui mérite d'être connue et que peut-être Léon XIV va contribuer à dépoussiérer. Je dis dépoussiérer parce que c'est pas forcément bien connu, y compris des catholiques eux-mêmes. En tout cas, il a donné le ton dimanche d'ailleurs hier, en dénonçant une économie exploitant la nature et marginalisant les pauvres. Et il l'a dit devant J.D. Vance et Volodymyr Zelensky. Alors peut-être que ce n'est pas un discours extrêmement étonnant venant de la part du guide spirituel des catholiques, mais enfin ça mérite peut-être d'être souligné dans la mesure où il sera un pape critique par rapport à une position capitaliste stricto sensu.
Là, il est dans, Jérôme Cordelier. j'allais dire, il est dans le droit fil de la ligne bergolienne, hein, si je puis dire, c'est-à-dire façonné par Fratelli Tutti, Laudato Si, voilà, ce qu'on appelait l'écologie intégrale. Et même de Léon XIII, hein, c'est-à-dire voilà. à peu près tous les papes ont dit la même chose donc depuis en Léon fait, XIII. c'est l'épine dorsale de l'Église, hein, la doctrine sociale de l'Église. Hein, tous les papes qui soient considérés comme conservateurs ou progressistes, même si on sait que ça veut rien dire pour un pape, il est dans cette ligne-là. Et encore une fois, je pense aussi que c'est imprégné, et c'est pour ça que ça passe, c'est-à-dire de son histoire personnelle. C'est-à-dire, encore une fois, il est né à Chicago, dans une banlieue populaire, au milieu de la société de consommation, et au moment, c'est aussi un mathématicien, hein, il a fait des études de mathématiques, donc c'est quelqu'un qui connaît les nouvelles technologies, les ravages que ça peut faire, donc c'est quelqu'un qui peut incarner une troisième voie, si on peut dire, comme a souvent incarné l'Église catholique dans le concert actuel, quoi. C'est une manière de prendre à revers un peu Donald Trump et sa manière d'agir, ou pas? Comment le voyez-vous, Sylvie Berman? Oui, je crois qu'il est naturellement critique de, effectivement, Donald Trump, de J.D. Vance, même s'il le fait, avec une certaine diplomatie, en tout cas pour le moment. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est un Américain et que les Américains sont très bons en matière de communication, ce qui n'était pas nécessairement le cas des précédents. Il gère cela parfaitement pour le moment. Et j'ajoute, c'est un tennisman. Eh oui. Donc, il sera monté au filet et puis reprendre les balles de fond de cours aussi, je pense. Voilà, la diplomatie, finalement, c'est ça, hein, c'est monter au filet et jouer en fond de cours. Hein. Oui, absolument, et maintenir le dialogue avec tout le monde, même si ça peut être un dialogue critique, mais effectivement, ne pas exclure. Éviter de casser sa raquette comme John McEnroe. Bon. Largement élu, on va passer à un autre sujet pour les minutes qui nous restent. C'est Bruno Retailleau qui a été largement élu à la présidence des Républicains. Il a rapidement reçu les félicitations de la droite et du centre, tandis que la gauche a préféré ironiser sur la défaite de Laurent Wauquiez. Défaite sans appel. Voilà, donc ça, c'est un point important dans la politique française, en tout cas dans le marigot de la politique française, que l'on va essayer de décrypter. L'élection de Bruno Retailleau à la tête des LR. Comment l'interprétez-vous? Et puis la défaite très très sévère de Laurent Wauquiez. Si vous voulez, c'est un candidat qui parle de façon claire, qui a les idées claires en fait. Donc les idées claires sur... c'est-à-dire, Laurent Wauquiez a été moins cohérent dans son parcours, si on peut dire, par rapport à Bruno Retailleau. Retailleau, il a des idées claires, il assume des prises de position qui peuvent paraître... qui pourrait paraître impopulaire, et donc ça plaît aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on sent quelqu'un qui assume ce qu'il dit, qui veut donner l'impression, en tout cas c'est une impression pour l'instant, qu'il va passer aux actes. C'est l'épine dorsale du gouvernement, pour reprendre votre expression tout à l'heure. C'est quelqu'un qui compte parce qu'il a bien, vous savez, il est entouré d'une équipe, ils sont très bons, hein, c'est stratégique, ça vient de loin. Bruno Retailleau l'a pas décidé comme ça de devenir, ça vient de très loin, mais en même temps, oui, c'est quelqu'un qui a une ossature aussi personnelle, hein. Enfin, je veux dire, je le connais un petit peu. C'est quelqu'un qui est très cultivé, qui réfléchit beaucoup sur le monde, qui s'informe beaucoup, alors, Laurent Wauquiez aussi, d'une certaine manière, mais Laurent Wauquiez était moins lisible, si on peut dire, alors que Bruno Retailleau est parfaitement lisible actuellement dans la droite. Donc, comme la droite est en quête de leader, en quête de sens, en quête de repères, là, elle a quelqu'un, elle a une espèce de poteau d'indicateur, si on peut dire, qui leur indique le chemin où aller, donc, et qui, en plus, je pense, peut faire barrage, justement, aussi à l'extrême droite. Et comme on sait bien que l'extrême droite, Marine Le Pen, est quand même a été fortement dévaluée par sa condamnation devant la justice. Hein. Il y a appel, mais elle a été quand même condamnée pour
quelque chose. Je veux dire, la justice a condamné Marine Le Pen. Il faut le dire avec force. C'est pas un complot des juges. Il y a eu des communiqués de tous les magistrats, de toutes les autorités judiciaires. Donc, elle a été condamnée pour une faute qu'elle a commise qu'elle a commise en ayant connaissance de cause. Donc, elle est quand même fortement grevée par cela. Et Bruno Retailleau peut justement ramener au bercail de la droite des brebis égarées pour... Donc faire le même coup que Nicolas Sarkozy, en fait, à l'époque de son élection. Oui, parce qu'en fait... des années 2000. Et puis en plus, j'allais dire, c'est presque biblique, mais je veux dire, il est ancré dans un territoire, il est ancré dans ses idées, dans des valeurs, des idées. Et donc, à partir de là, il sait où il va. Donc, c'est aussi simple que ça, si on peut dire, et sans trop céder, même s'il le fait, il fait beaucoup de communication, évidemment, mais sans trop céder au mirage de la communication, en suivant un peu au doigt mouillé l'évolution supposée de l'opinion. Et donc ça, il y a un moment, ça paye, quoi. Alors là, ça a payé en interne. On verra si ça paye évidemment en externe. Ouais, enfin, 75%, c'est quand même beaucoup. Même lui n'y croyait pas. Hein. Il pensait qu'il allait faire un peu. Il se disait, si je fais 60%, ça sera bien. Donc, il n'y croyait pas. Alors après, j'espère maintenant, si je puis dire, parce que c'est pas mon rôle, mais qu'il va faire aussi le rassemblement, la réconciliation, c'est-à-dire tendre la main à Laurent Wauquiez, qui incarne aussi quelque chose dans la droite, et puis qui a une grosse présidence de région, et qui est quand même un cerveau de la droite. Donc il faut aussi que ces gens travaillent ensemble. Je pense que ce qui structure la vie politique, ce sont les convictions. Je n'ai jamais cru aux accords d'appareil, a-t-il dit sur TF1, en réponse à une potentielle alliance avec l'ex-premier ministre Édouard Philippe. Parce qu'il y a la question qui se pose aussi de ce point de vue-là. Sylvie Bermann, c'est de la politique française, mais qu'est-ce que cela dit de la perspective de 2027, qui aura évidemment aussi une résonance forcément internationale, puisque c'est quand même la succession d'Emmanuel Macron qui se... Oui, alors je n'ai évidemment pas l'expertise et la légitimité de Jérôme Cordelier sur ce sujet. Là-dessus, je suis simple citoyenne. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les priorités en France, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, c'est l'insécurité qui est de plus en plus perceptible. Et puis l'immigration, effectivement, il a été, enfin, le ministre de l'Intérieur est constant depuis son arrivée au pouvoir. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le ministre le plus populaire et en tout cas le plus saillant du gouvernement. Maintenant, la perspective 2027, on verra. Le risque, de manière générale, c'est qu'il n'y ait pas un seul candidat à droite ou au centre droit et que du coup... il y a un risque de pluralité des candidatures. Et oui, et qui ferait qu'il ne serait pas au deuxième tour. Et je pense que c'est ça le plus grave danger pour 2027. Ce qui est intéressant, c'est qu'un des premiers à le féliciter, et très 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 chaleureusement, c'est François Bayrou. Donc François Bayrou, le Premier ministre, qui félicite son ministre de l'Intérieur, mais François Bayrou aussi, le président du MoDem, qui est, on s'en souvient, qui est celui qui a fait Emmanuel Macron en 2017. C'est-à-dire que sans le ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron n'aurait sans doute pas été élu. Donc là, qu'en déduisez-vous ? Ça peut être intéressant sur l'avenir, puisqu'il dit il faut que la droite et le centre travaillent ensemble, je dis de mémoire. Enfin, donc ça sera intéressant. C'est-à-dire que si François Bayrou penche du côté de Bruno Retailleau, là, c'est vrai que pour Édouard Philippe, ça devient un peu plus compliqué. Il y a un arbitrage qui devra être fait entre les deux parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est un peu ça que vous nous dites, en fait, Jérôme Cordelier. Il y aura, de toute façon, pour un premier tour, il y aura la place pour tout le monde. Mais après... mécaniquement, vous savez que vous divisez forcément vos chances. Forcément. Et puis, il faut voir ce qui va se passer à gauche aussi, parce que... voilà, et puis comment vont se comporter les gens. Et puis, ce qui va se passer aussi... au moment du réexamen qu'est-ce qui va se passer en appel sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, ça on sera fixé en juin prochain, enfin juin 2026. Merci à tous les deux. Merci Jérôme Cordelier, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le Point qui fait sa une sur le pape Léon XIV après l'avoir faite
sur le pape François. Et puis je remercie aussi Sylvie Berman, ambassadeur de France à Pékin, Londres et Moscou, carrière de diplomate, et qui préside le conseil d'administration de l'IHEDN et qui publie chez Talendier le livre suivant dont nous aurons l'occasion de reparler, L'ours et le dragon. Merci donc à tous les deux et merci d'être fidèles au débat du jour tous les matins entre 9h et 10h.